Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et cet épisode s'intitule Edward Station, un iconographe d'art, de mode et de guerre. Avant de commencer, je souhaite profiter de votre attention pour vous transmettre plusieurs informations relatives à cet épisode. Tout d'abord, quand j'ai débuté mes recherches sur Edward Station, j'ai été confrontée à un réel trop-plein d'informations, me demandant comment je pourrais réaliser un épisode de moins d'1 heure sans pour autant ne pas regretter d'omettre certains éléments que je considère vraiment comme essentiels. J'ai donc décidé de compartimenter mes recherches sur différents contenus et c'est pourquoi, lors de cet épisode, je me tiendrai à un aspect purement biographique de la vie d'Edward Station. Je ne reviendrai donc pas sur la vie d'Alfred Stieglitz, dont j'ai déjà consacré un épisode entier il y a 2 semaines, et je ne m'étendrai pas non plus sur les mouvements pictorialistes et photosécession, dont je vous ai également parlé dans un épisode spécifique. En ce qui concerne cette fois-ci de la photographie de mode, j'y consacrerai un épisode entier. J'espère que ce sujet vous intéresse et que vous serez également fidèle au rendez-vous. D'autant plus si vous souhaitez approfondir davantage les liens qui lient Station aux grands artistes hommes et femmes de son époque, en particulier avec Auguste Rodin, voire même que vous souhaitez découvrir la passion du sculpteur français pour la photographie, j'ai consacré toute une revue 100% gratuite, téléchargeable sur mon Patreon. Vous trouverez le lien en description. Et pour finir, bien évidemment, je termine cette longue, peut-être trop longue, introduction en vous invitant comme toujours à vous rendre en description de cet épisode pour y trouver le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Le 27 mars 1879, naît Edward Jean Station à Bivange dans le Grand-Duché de Luxembourg. Peu après sa naissance, Jean-Pierre Station et Marie Steincamp, ses parents, prennent la décision d'émigrer aux États-Unis. En l'année 1881, ils s'installent donc à Hancock, dans l'État du Michigan. À seulement 3 ans, Édouard Jean est élevé dans un pays multiculturel, tout en restant connecté à ses origines européennes. En 1889, la famille Station déménage à nouveau à Milwaukee, dans le Wisconsin. Edward y suit la fin de son parcours scolaire élémentaire pour ensuite y poursuivre avec le collège. Il découvre le dessin et la peinture et des suites des encouragements de sa mère, il souhaite se professionnaliser dans ce domaine. C'est pourquoi, à l'âge de 15 ans, il obtient son premier travail en tant qu'apprenti à la Milwaukee's American Fine Art Company. Durant près de 4 années, dans cette entreprise, Edward se professionnalise dans la lithographie, une technique d'impression qui lui permet d'améliorer sa conception esthétique du dessin, tout en développant ses compétences techniques. C'est aussi à ce moment qu'il fait la découverte de la photographie. Alors, sa première pratique se limite à la sphère privée, préférant avant tout photographier ses proches dans un cercle intimiste, mais il s'intéresse également à la nature, témoignant rapidement de son amour pour l'horticulture. Ce qui est remarquable dès cette période, c'est que les photographies d'Edward Station sont déjà empreintes d'une vision picturale, presque poétique, voire même romantique. On y voit clairement une inspiration de sa culture, de la peinture,
ce qui est d'autant plus raccord avec le mouvement pictorialiste en pleine émergence aux États-Unis durant les années 1890. À la sortie de son apprentissage, Edward parvient presque dans l'immédiat à faire exposer ses photographies. En effet, en 1898, le salon de photographie à Philadelphie accepte de présenter une petite sélection de son travail photographique aux côtés d'autres photographes émergents comme Alfred Stieglitz, Clarence White, Gertrude Casbier et même Fred Hollanday. Edward n'a alors que 21 ans et ce n'est que le début d'une série d'autres surprises. Car ce n'est que 2 années plus tard, en 1900, que sa vie prend un tournant crucial pour sa carrière à venir. Et pour cause, ce n'est pas moins de 5 événements qui vont le faire évoluer dans cette sphère artistique qu'est la photographie. Tout d'abord, en 1900, Station est naturalisé américain. Cet événement est extrêmement important dans sa vie puisqu'il a vécu majoritairement dans ce pays. Cela explique également pourquoi il prend la décision d'américaniser son prénom en changeant Edward par Edward. Deuxième grand événement dans sa vie, il réalise sa seconde exposition à Milwaukee, au Wisconsin. Et c'est aussi en 1900 qu'Edward décide d'entamer des études de beaux-arts. Mais non pas aux États-Unis, ce serait beaucoup trop simple. Il souhaite étudier en France, à Paris, à l'Académie Julian. Une école privée de peinture et de sculpture très importante depuis plusieurs années à Paris en raison de ses enseignants à la renommée mondiale offrant des cours extrêmement qualitatifs. Sachez également que pour intégrer cette école, l'institution obligeait chaque candidat à passer une épreuve de langue française réputée comme difficile, afin de décourager les étudiants étrangers à postuler. On peut donc supposer qu'Edward a été facilité dans cette épreuve grâce à ses origines qui l'ont fait grandir dans une pratique quasi quotidienne de la langue française. Pour la petite anecdote, si ce n'est une grande, cette école, fondée en 1866, est la toute première école française de beaux-arts à ouvrir ses portes aux femmes en créant des ateliers qui leur sont complètement dédiés. Alors bien évidemment, les cours qui leur sont proposés sont très en contradiction avec les mœurs de la bonne société. La peinture et la sculpture leur sont enseignés sur modèle vivant, les femmes posant nues et les hommes en caleçon. Autant vous dire que les 8 ateliers qui leur sont réservés ne sont pas du tout vus d'un bon œil. Les femmes doivent donc prendre sur elles et transgresser les interdictions de leurs entourages pour se professionnaliser dans la seule école de beaux-arts qui leur est ouverte. Elles ont la grande classe qui mérite clairement notre respect. Mais revenons à Edward Station. En route pour Paris, il fait halte à New York, certainement le lieu où il doit embarquer avant de partir au large. Durant son séjour dans cette ville émergente, il fait la rencontre d'Alfred Stieglitz. D'ailleurs, souvenez-vous, Station a exposé quelques-unes de ses photographies à Philadelphie aux côtés du travail de Stieglitz, sans pour autant les rencontrer. À cette période, Alfred Stieglitz est considéré comme un pionnier de la photographie artistique américaine. Lui-même vient tout juste de rentrer d'Europe des suites de ses études à Berlin et a déjà entendu parler de Station en bien par l'intermédiaire de Clarence White. On pense même que c'est ce photographe qui a permis la rencontre entre Station et Stieglitz. Et de cette première rencontre ressort un achat. Oui, ça, je me doute que vous ne vous y attendiez pas. Car Stieglitz achète non pas une, non pas 2, mais bien 3 photographies à Station. Ce qui est tout de même pas mal, il faut le dire, pour un début de carrière. Les artistes se quittent avec la volonté de collaborer ensemble. Mais avant cela, Edward Station doit étudier. Il part donc sur son bateau et débute sa formation aux Beaux-Arts à Paris. Jusque-là, vous me direz que tout va bien, le travail paye. En effet, le travail paye. À tel point qu'Edward abandonne ses études après seulement quelques mois passés dans son école pour commencer une série photographique qu'il intitule « Les grands hommes ». Comme son nom l'indique, il souhaite consacrer sa série aux grands hommes de son temps en les portraitisant. Et pour le coup, il ne prend pas les femmes en traître, car ce sont véritablement des hommes. Il faut tout de même entendre Henri Matisse, Auguste Rodin et Anatole France. Cette série le fait remarquer cette même année en 1900 lors de l'exposition The New School of American Photography à Londres. Donc si on fait une petite rétrospective de cette année 1900, on peut conclure que ce fut un grand cru.
Edward Station devient américain, il est exposé à 2 reprises, il rencontre Stiglitz et devient son ami. Il emménage à Paris pour les Beaux-Arts et finit par se faire remarquer grâce à une série de portraits d'hommes artistes extrêmement connus à l'entrée du XXe siècle, dont Auguste Rodin, dont il devient également l'ami et le confident. Edward Station s'installe donc à Paris durant 2 années consécutives, lors desquelles il expose ses photographies et ses peintures. Vraiment, n'oublions pas ses peintures, car il est avant tout peintre, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est rendu à Paris. Des suites de ces 2 expositions dans la Ville Lumière et dans la capitale londonienne, il devient en 1901 membre de Linked-Ring, London Photographic Society. De quoi convaincre les plus perplexes de son rôle majeur dans l'émergence de la photographie pictorialiste. Sans compter que cette renommée naissante lui permet d'obtenir sa toute première exposition personnelle l'année suivante, en 1902, à la Maison des Artistes de Paris. Mais ces quelques réussites européennes n'ont pas raison de lui. Il décide de retourner aussitôt aux États-Unis pour y poursuivre sa carrière. Dès son arrivée, d'autres événements s'enchaînent. Il retrouve Alfred Stieglitz et des suites de leurs promesses de collaboration, ils cofondent tous deux la Photosécession, un mouvement photographique américain, en partie similaire au pictorialisme européen, mais qui se revendique plus objectif sur le sens social des images. Dans cette même lancée, Alfred Stieglitz publie sa toute nouvelle revue trimestrielle Camera Work en 1903, et il invite Station à collaborer avec lui, aux côtés de Gertrude Casbier, Clarence White et Alvin Langdon Coburn. Mais c'est Edward qui a surtout l'honneur de produire la première couverture de la revue. Il permet également d'élever la qualité des tirages originaux, disponibles dans chaque exemplaire à une héliogravure sur papier japon, qui est un papier reconnu pour sa texture très veloutée et ses noirs extrêmement profonds. Durant les 14 années d'existence de ce journal photographique, Station a l'occasion d'y faire apparaître 68 de ses photographies, à la fois dans des numéros que je considère comme pluriels où différents photographes sont présentés, mais également dans 5 numéros qui lui sont entièrement consacrés. Une en 1903, 2 en 1906, puis 2 autres en 1908 et 1913. Sans compter ses nombreuses participations en rédaction d'articles critiques traitant de l'art et de la photographie couleur qui connaît alors ses débuts. De tous les photographes ayant participé à ces ouvrages, Edward Station est de très loin le plus présenté. En parallèle de cette contribution considérable à Camera Work, il continue de suivre Alfred Stieglitz dans ses aventures, en particulier lors de l'ouverture de la galerie du 291 où Station y loue un atelier pour peindre et photographier. Par la suite, il aide Stieglitz à créer d'autres galeries sous-jacentes au 291 qu'il nomme les Little Galleries of the Photosécession. Nous sommes en 1906 et Edward Station décide de voyager à nouveau vers Paris. Il propose à Alfred Stieglitz de l'accompagner. Lors de ce voyage, il poursuit ses rencontres artistiques, en échangeant avec Paul Cézanne et Pablo Picasso, tout en retournant visiter son ami proche Auguste Rodin. C'est également lors de ce voyage qu'Edward Station loue une maison de ferme à Voulangis pour faciliter ses allers-retours entre le continent américain et le continent européen, tout en permettant à sa famille de les suivre. Car oui, Edward Station est désormais marié à Clara Smith depuis 3 ans et ils ont déjà une première fille, Mary. Et je me permets de faire une petite pause sur Mary, aussi connue sous le nom de Dr. Mary Station Calderon, car elle a été une célèbre physicienne américaine, auteure, conférencière et même avocate de la santé publique pour les droits sexuels et reproductifs et pour le libre accès à l'éducation sexuelle. Et si je me permets de m'arrêter quelques secondes sur Mary, c'est parce qu'elle a été la première femme directrice médicale du planning familial américain, accompagnant ainsi l'organisation à lutter en faveur de la réforme des lois à l'avortement. Et dans cette lancée, elle a pu proposer une conférence qui fait apparaître le premier combat en faveur de cette réforme dans le corps médical américain. Vous vous doutez, il était important pour moi de vous le mentionner tant sa contribution à cette lutte fut grande.
Edward Station rentre aux États-Unis et organise, en collaboration avec Alfred Stieglitz, une exposition d'artistes européens à la galerie du 291. Et y est exposé des artistes de l'art moderne, tels que Cézanne, Rodin et Matisse. Cette exposition devient l'événement à ne pas manquer, réunissant près de 50 000 visiteurs. Je vous en dis plus dans l'épisode précédent consacré à Alfred Stieglitz. En 1910, Edward Station participe à l'exposition internationale de la photographie picturale de Buffalo, organisée par le groupe de Photosécession. Il y expose aux côtés de 64 autres photographes, et c'est également à compter de cette date qu'Edward Station prend de la distance avec ce mouvement pour se développer plus individuellement. Cette prise de distance est d'autant plus motivée qu'il vient de recevoir une proposition des plus alléchantes. Le propriétaire de la gazette Art et Décoration, Lucien Vogel, commande à Edward Station 11 photographies des robes de Paul Poiret, qui seront présentes aux côtés de l'article L'art de la robe, écrit par Paul Cornu, et d'illustrations de Georges Lepape. Jusqu'à ce jour, un semblant de photographie de mode existait, initié par des maîtres du médium tels que Nadar et Adolphe de Mayer. Mais jusqu'alors, elle n'avait qu'un rôle considéré un peu comme figuratif et non codifié, toujours présenté aux côtés d'illustrations des vêtements. Grâce à cette commande, Edward Station devient donc le pionnier des premières photographies de mode, dites entre guillemets modernes. Il instaure donc la photographie de mode comme un moyen de décrire le vêtement de la manière la plus précise possible, tout en l'inscrivant dans une vision esthétique du beau, fidèle aux pictorialistes et photosécessionnistes. Ces photographies plurent tout d'abord aux éditeurs et créateurs de mode en raison de leur côté très idéaliste et en même temps commercialisable. Edward Station dit lui-même dans son autobiographie de 1963 qu'elles étaient probablement les premières photographies de mode sérieuses jamais réalisées. Mais cette réussite qui fait passer Lucien Vogel et Edward Station au rang d'avant-gardistes dans le milieu de la photographie de mode est interrompue par le début de la Première Guerre mondiale. Au cours de l'année 1915, Station revendique une nouvelle vision photographique, dite pure. Naît alors le mouvement de la straight photography, dont le leitmotiv est de réaliser des photographies aussi réalistes et objectives possibles, renonçant à toute manipulation subjective. Ce changement plutôt spontané de direction artistique est en partie dû au traumatisme des multiples combats sur les populations en guerre. Les priorités des photographes changent, et une grande partie décide de s'engager pour le pays. Station n'en est clairement pas exclu, puisqu'en 1917, il est nommé lieutenant de la section photographique du corps de transmission de l'armée américaine. Il supervise alors la photographie de reconnaissance aérienne en France. À la fin de la Première Guerre mondiale, Station rentre dans sa maison en France, déprimé, doutant de son avenir et de la valeur de son travail. Il divorce alors de Clara Smith Station après avoir eu ses 2 filles, Mary et Kate, et il abandonne définitivement la peinture et le pictorialisme. Il tombe sur quelques peintures réalisées par son jardinier et apprécie tout particulièrement le charme simpliste qui s'en dégage. Commence alors un travail photographique tourné vers le réel, la nature, les fleurs et une tasse et sa soucoupe. Et il souhaite en faire une étude photographique spécifique. Jusqu'en 1920, il réalise donc plus de 1000 prises de vue de cette tasse, l'aidant à maîtriser la lumière, la texture et le volume de l'objet. Mais son étude ne s'arrête pas là. Il souhaite également connaître les variantes possibles lors du développement de l'image, et s'entraîne donc au tirage, en mélangeant les techniques chimiques et les supports photographiques. Ces années d'exercice lui permettent d'affirmer un style véritablement et complètement moderniste. Cette affirmation de vision photographique impacte également ses images de mode. En 1923, le groupe d'édition américain Condé Nast propose à Edward Station de devenir le photographe en chef de Vogue et Vanity Fair. Pour un salaire s'élevant, et attention aux oreilles, à près de 35 000 $ américains, lorsqu'il reviendrait à près de 550 000 $ aujourd'hui, l'équivalent de 510 000 € en France. Cette même année, il épouse Dana Desborough Glover.
Et durant cette période, il est amené à collaborer avec énormément de photographes illustres dans le milieu de la mode, tels que Man Ray, Paul Horst et André Durst. Les photographies alors présentées dans ces numéros de la presse féminine sont également teintées de ce modernisme par un éclairage extrêmement franc, mais également une mise en scène structurée par des lignes de force visuelles importantes. C'est le début d'une photographie plutôt chic et relativement élégante, mettant à l'honneur les stars du XXe siècle telles que Gloria Swanson, Greta Garbo, Lois Long et Marlène Dietrich. Mais de toutes les photographies qu'il réalise à cette période, 2 d'entre elles se démarquent. Le 1er juillet 1932 est publiée la première couverture couleur Vogue, avec une photographie réalisée par Edward Steichen lui-même. Vous pouvez la trouver sur mon article et vous y observerez une photographie d'une nageuse en maillot de bain une pièce rouge, coiffée d'un bonnet de bain et portant un ballon de la même couleur, avec comme arrière-plan un simple fond bleu. La composition graphique de l'image et sa lumière très franche, dessinant la silhouette de la modèle, accentue sa puissance tout en guidant notre regard. Son sourire est à peine perceptible et montre pourtant bien l'évolution visuelle de Steichen. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve cette photographie véritablement sublime par l'impact colorimétrique et graphique qu'elle a sur l'esprit du spectateur, car en un clin d'œil, on saisit immédiatement le sujet. Steichen se débarrasse de toute fioriture pour viser droit au but avec légèreté, mais non moins sans pertinence. Un peu comme si une fléchette atteignait le cœur de sa cible en un seul coup. Est-ce que vous percevez l'idée ? Vient ensuite la photographie la plus iconique de Steichen, un portrait serré sur les visages de Gloria Swanson, caché derrière un tissu de dentelle noire. Pour cette image, je ne m'étendrai pas forcément car je vous ai développé toute une analyse de cette image dans ma revue. Je vous invite donc à la télécharger pour l'observer de plus près et saisir toute sa pertinence dans un magazine de mode. Arrive ensuite 1929. Edward Steichen collabore avec son beau-frère, l'écrivain Carl Sandburg, pour sa toute première monographie intitulée Steichen, The Photographer, réunissant près de 48 photogravures du photographe. Chacun des 925 exemplaires est alors numéroté et signé par les 2 hommes. L'année suivante de cette publication, Edward Steichen collabore cette fois-ci avec sa fille Marie pour un livre photographique dédié aux enfants. Mais plus qu'un ouvrage enfantin, il s'agit également d'une réflexion avancée sur l'enfance et la mémoire. Après ces nombreuses années d'exploration, Edward Steichen revient à l'exposition. Et non pas dans une petite galerie. Cette fois-ci, il vise plus haut et expose ses photographies de fleurs au MoMA. Comme je vous l'ai dit, depuis toujours, Edward Steichen a une certaine fascination pour la nature et les fleurs, allant jusqu'à les cultiver dans ses maisons aux États-Unis et en France, et en les représentant en peinture puis en photographie. C'est donc sans aucun étonnement qu'il parvient à y consacrer une exposition entière en 1936. Et bien évidemment, en parallèle de cette exposition, le photographe reste encore et toujours directeur artistique de Vogue et Vanity Fair. Mais ce n'est que pour peu de temps, car en 1938, il décide de prendre sa retraite de photographe à temps plein. Car oui, Edward Steichen a tout de même 60 ans. On peut donc s'imaginer que vieillissant, il souhaite se reposer et prendre du bon temps. Mais vous pouvez vous mettre clairement le doigt dans l'œil, car dès que les États-Unis s'engagent dans la Seconde Guerre mondiale, devinez qui souhaite se rallier aux troupes ? Eh oui, c'est bien Edward Steichen. Alors pas d'inquiétude, sa proposition est d'office refusée en raison de son âge plutôt avancé. Malgré tout, la marine lui propose de se joindre à eux en tant que responsable de l'unité photographique de l'armée navale. Autant dire qu'il ne lui faut que peu de temps pour réfléchir et accepter cette invitation. Au cours de la guerre, en 1942, Edward Steichen est gradé capitaine de corvette. De son unité composée de 6 officiers photographes, il nous reste 172 photographies qui sont aujourd'hui exposées au Harry Ransom Center de l'Université du Texas à Austin. 2 années plus tard, en 1944, il réalise un film documentaire intitulé The Fighting Lady, relatant des exploits du porte-avions américain USS Yorktown,
des suites de ces longues années de guerre. Et ce même documentaire est récompensé dès sa sortie de l'Oscar du meilleur film documentaire. Bon, il faut clairement pas se leurrer, c'est clairement un documentaire de propagande américaine, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en version complète et gratuite sur YouTube. Donc si vous êtes de vrais passionnés de la Seconde Guerre mondiale, ou d'Edward Station, voire des deux, ou encore que vous avez 1 heure à perdre, je vous mets le lien dans mon article. En sachant que c'est un documentaire en couleur qui présente des plans très beaux, autant par leur colorimétrie que par leur cadrage, il faut le dire, parce que c'est vraiment le cas. Mais c'est également un film des années 40, donc il faut vous attendre à un film un peu longuet. À l'approche de la fin de guerre, Edward Station est promu directeur de l'unité photographique des combats navals, puis directeur de l'Institut photographique naval. Oui, je vous confirme, tout s'enchaîne extrêmement rapidement dans sa vie. Sans compter qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut attendre que 1947 pour qu'Edward Station soit nommé conservateur du MoMA. L'occasion pour lui de mettre en pause sa longue carrière de photographe pour mettre au premier plan la jeune génération et faire émerger de nouveaux talents. L'exposition la plus notable de sa carrière de conservateur est très certainement The Family of Man. Personnellement, il s'agit vraiment là d'une exposition qui me parle beaucoup, de par son intemporalité et son universalité. Au moment de produire cette exposition, Edward Station a alors 76 ans. Et il souhaite réaliser un manifeste d'images pour, et je cite ici le site du Grand-Duché de Luxembourg, la paix et l'égalité fondamentale des hommes à travers les photographies humanistes d'après-guerre. Il réunit ainsi 503 photographies prises par 273 photographes de 68 pays différents, permettant ainsi d'offrir un regard extraordinaire sur des thématiques universelles, telles que l'amour, la famille, le travail, l'argent, la politique, la religion, la guerre et tant d'autres encore. Les grands photographes des années 50 contribuent à cette collection d'images tels qu'Henri Cartier-Bresson, Dorothea Lange, Robert Doisneau, Ansel Adams et Robert Capa. Autant dire que l'accueil fait à cette exposition est des plus incomparables. Les personnes se pressent aux portes du musée, à tel point que pour satisfaire le monde entier, Edward Station fait voyager cette exposition dans plus de 160 musées différents, atteignant ainsi les plus de 10 millions de visiteurs. Je ne sais pas si vous réalisez l'impact qu'a pu avoir cette expo sur le monde d'après-guerre en quête de guérison et d'espoir, pour arriver à un tel point qu'elle a même été inscrite au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO en 2003. Donc si vous souhaitez visiter The Family of Men, sachez que c'est toujours possible et que pour une fois, vous n'avez pas à traverser la planète entière pour y accéder, étant donné qu'elle se trouve au Luxembourg, au château de Clairvaux, depuis 1994. Et petite recommandation cinématographique en lien direct avec The Family of Men, si vous aimez le concept de cette exposition, je vous informe que le photographe français Yann Arthus Bertrand a réalisé un documentaire intitulé Human en 2015, reprenant le concept de l'exposition d'Edward Station. Durant plus de 3 heures, alors oui, ça peut paraître long dit comme ça, mais je vous assure que c'est extrêmement rapide, des hommes et des femmes, et même des enfants du monde entier, témoignent sur les thématiques universelles proposées lors de l'exposition. Ce documentaire est 100% gratuit sur YouTube et on a les 3 heures complètes de proposées. Mais je vous invite surtout à voir le second volet de Human, intitulé Woman, sorti en 2019 en collaboration avec Anastasia Mikova, et durant lequel seules des femmes témoignent sur des thématiques qui leur sont propres comme le travail, l'égalité homme-femme, le mariage, la maternité, les violences intrafamiliales, les féminicides, la sexualité, l'avortement, la quête identitaire, la quête spirituelle. Enfin bref, des sujets extrêmement touchants qui sont adressés aux femmes, mais également aux hommes. Et franchement, si vous ne versez pas une seule larme lors de votre visionnage, il faudra m'expliquer votre astuce. Si vous allez voir The Family of Men et que vous regardez également ces 2 documentaires, vous aurez accès à une large vision de ce qu'est le mouvement photographique humaniste. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, car après The Family of Men, Edward Station supervise une seconde exposition en 1962 intitulée The Bitter Years. Cette fois-ci, l'ex-photographe s'intéresse surtout à un documentaire photographique de l'Amérique rurale de la Grande Dépression. Et pour ce faire, il collabore avec la Farm Security Administration,
rassemblant ainsi plus de 200 photographies et devenant donc l'un des plus grands projets collectifs de l'histoire de la photographie. Pour vous expliquer très brièvement ce qu'est la Farm Security Administration, sachez que c'est un organisme américain ayant eu pour objectif d'aider les fermiers qui ont gravement souffert lors de la Grande Dépression entre 1935 et 1944. Et pour rendre visibles les conditions de vie et de travail de ces Américains ruraux, ils ont créé une section photographique, composée de 21 photographes, dont Dorothy Allenge et Walker Evans. Et cet organisme est presque devenu à lui seul un mouvement photographique. Contrairement à The Family of Men, cette exposition n'est plus publique depuis 2020, donc c'est plutôt récent. Je sais qu'actuellement le Luxembourg réfléchit à trouver un nouveau lieu d'exposition permanente pour The Beater Years, mais rien d'officiel n'est annoncé, donc dès qu'une information m'est parvenue, je vous la transmets sur Instagram. Comptez sur moi et restez connectés. Entre ces deux expositions marquantes de sa vie, notons également que Station a perdu sa femme, Diana, et s'est remarié peu de temps plus tard avec Johanna Taube, sa dernière épouse avec qui il vivra jusqu'à sa mort. Et après une vie et surtout une carrière très bien remplie, Edward Station se retire en 1962, prenant ainsi officiellement sa retraite. Et cette fois-ci, une vraie retraite. Durant sa première année de retraite, il en profite pour écrire son autobiographie publiée en 1963 et intitulée A Life in Photography. C'est cette même année qu'il est récompensé de la médaille de la liberté, une insigne plutôt prestigieuse des États-Unis, et il a même le droit à une rétrospective de son œuvre entière en 1964 au MoMA, qui est nommé Edward Station Photography Center. En 1970, son travail photographique est présenté lors de la première édition des Rencontres internationales de la photographie à Arles, donc en France, qui se déroule chaque été, et qui est intitulée Edward Station Photographe. On peut dire qu'il obtient de son vivant une véritable reconnaissance, de quoi le laisser partir en paix, mais non sans tristesse, le 25 mars 1973 aux États-Unis, 2 jours seulement avant son 94e anniversaire. Comme vous l'avez très certainement compris, la plus grande partie de sa production photographique a été donnée au Grand-Duché de Luxembourg. Car Edward Station a pu rencontrer à la fin de sa vie la duchesse Joséphine Charlotte de Luxembourg à la Maison-Blanche. Il lui a donc légué une partie de son œuvre de son vivant et le reste a été transmis par les descendants du photographe. C'est donc là-bas que vous pouvez observer une partie de ses productions dans la photothèque de la capitale du Luxembourg. Et pour conclure cet épisode, je tenais également à vous faire savoir que l'une des photographies d'Edward Station a été vendue en 2006 au prix de 2,9 millions de dollars. Il s'agit de la photographie intitulée The Pond Moonlight, réalisée en 1904, et elle s'est classée en tête des photographies les plus chères du monde durant une année, avant d'être détrônée par une photographie d'Andreas Gursky. À ce jour, The Pond Moonlight est considérée comme étant la 6e photographie la plus chère du monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nice est fort. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nice est fort podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.